très malin. Alors, mes très chers frères et sœurs, bonsoir autour de ce plateau et ceux qui nous regardent donc, au Sénégal, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un plaisir de vous retrouver. Dans toute l'Afrique. Oui, mais a fortiori dans l'Afrique de l'Ouest, je pense. C'est là où c'est la zone de prédilection. Dans toute l'Afrique francophone. Voilà, francophone, on va dire ça comme ça. Le sujet de ce soir est très simple et va être le plus synthétique possible. Non, vous restez juste avec nous. Oui, je pense que ça sera intéressant. Ça va juste une dizaine de minutes. Et ça peut vous servir si vous êtes président un jour ou l'autre par rapport au sujet qu'on va aborder. On va parler ce soir donc de la CPI et des personnes qui sont derrière cette CPI. Cette CPI dont tout le monde parle. 3 lettres qui symbolisent pour différentes personnes différentes définitions. Pour les opposants de la CPI, c'est la chasse des présidents insoumis, indépendants, incontrôlables pour certains. J'adresse une pensée à ce sujet d'ailleurs à Laurent Gbagbo qui est actuellement, le président Laurent Gbagbo qui est actuellement à La Haye. Et de l'autre côté, la CPI, c'est le symbole de la Cour pénale internationale, symbole d'une justice mondialiste, n'est-ce pas, où le principe d'éthique, de droits de l'homme, de vérité, de dignité est soi-disant, prétendument parlant en tout cas, inséré à l'intérieur de ce cadre. Lorsque l'on parle de la CPI, qui est considérée comme un fruit étrange dont très peu de gens arrivent à percer les secrets, il est intéressant de reprendre à notre compte ce proverbe, cet adage qui dit que parfois pour comprendre la saveur d'un fruit, il faut savoir où les jardiniers ont planté l'arbre. Eh bien on va enquêter sur les jardiniers, on va enquêter sur la nature de ces jardiniers, où est-ce que l'arbre a été planté et de quelle manière ils arrosent justement, de manière pécuniaire, on y vient, justement cet arbre en question qui donne ces fruits que certains mangent et que d'autres recrachent, en l'occurrence Blé Goudé notamment et Laurent Gbagbo. Officiellement, ceux qui financent la CPI ne se cachent pas. En tout cas, il y en a qui ne se cachent pas. Ils sont en majorité issus de l'Union européenne, avec à sa tête la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Il y a aussi d'autres pays en dehors, évidemment, de l'Union européenne qui financent cette cour, en l'occurrence le Canada, etc. Et il y a de l'autre côté, donc ça c'est 50% la première partie, et environ 50% l'autre, c'est des ONG, organisations non gouvernementales, ou des personnes privées, dont on sait très peu de choses généralement, parce que la plupart du temps, les personnes ne cherchent pas à creuser, elles restent sur la définition officielle en disant l'Union européenne contrôle la CPI, ce qui n'est pas suffisant comme argumentation lorsque l'on veut avoir un débat critique de fond. Officiellement, les USA font partie, avec la Russie, l'Inde et la Chine, des pays qui, donc à la date du 1er mai 2013, n'avaient pas signé le traité donnant en gros une sorte de validité à cette Cour pénale internationale. Ce qui signifie qu'il y a 3 membres quand même du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne reconnaissent pas cette Cour, ce qui n'empêche pas la Cour d'avoir quelque part le droit de juger ce qu'elle estime être passible de poursuite et tout ce qui s'ensuit. La logique matricielle de cette Cour pénale internationale, et là ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, Alioune, se situe du côté de Nuremberg, 1945. Le crime des crimes, le crime sans égal. Le crime qui n'a pas d'équivalent, le génocide, la disparition des Indiens, ça ne compte pas, des peaux rouges qui se font éradiquer, ce n'est pas grand-chose, hein, ça fait des peaux rouges en moins. 400 ans d'esclavage, c'est un détail de l'histoire. Non, le crime des crimes, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le sacro-saint crime, 6 millions de morts, pas un de plus, pas un de moins, et on commémore évidemment ce crime odieux-là. Ce premier tribunal donc de Nuremberg a été créé par les accords de Londres le 8 août 1945 et définit les notions, retenez bien c'est important, de crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité. Plus tard, une déclaration a institué en parallèle le tribunal de Tokyo le 16 janvier 1946. En 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a pour la première fois reconnu la nécessité d'une juridiction internationale permanente, capable de juger les atrocités telles que celles commises lors de la Seconde Guerre mondiale. À sa demande, la Commission du droit international a rédigé 2 statuts au début des années 50, mais ils sont restés malheureusement lettres mortes, enfin malheureusement ça dépend pour qui, car la guerre froide a rendu la mise en place d'une Cour pénale internationale impossible. On va dire qu'elle a gelé ce mécanisme-là, guerre froide qu'elle était. Mais on a dû attendre le début des années 2000, 2002 plus exactement, après une période d'intense lobbying qui a duré environ 10 ans, d'accord, pour que cette Cour pénale internationale puisse voir le jour. Le 14 mai 1993, le Parlement européen, retenez bien, et là je vais vous demander de prendre des notes pour que les détracteurs ou ceux qui parlent souvent de théorie du complot puissent apposer des éléments de fond en contradiction pour peut-être dire que nos propos, nos analyses sont fausses. Mais généralement, il n'y a pas d'éléments de fond en face de ce que nous disons. Le Parlement européen a créé l'initiative européenne pour la démocratie
que connaît certainement le docteur Sow, qui est aujourd'hui baptisé l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, EIDDH. Un programme de financement d'ONG officiellement inspiré du célèbre NED, New Endorsement for Democracy, d'accord, le NED américain qui a financé à dessein bon nombre de changements prétendument démocratiques dans les révolutions dites colorées en Europe de l'Est, mais qui tente aussi, on le sait aujourd'hui, en Amérique du Sud, on l'avait vu avec l'ambassadeur du Venezuela qui était venu, qui tente aussi de renverser des régimes qu'il estime être hostiles à la vision hégémonique américaine. Intéressant à souligner comme élément. L'instigateur de ce programme européen se nomme un certain Lord Macmillan Scott. Je vous demande de taper son nom. Et il avait déclaré le 27 mai 1993 à l'EIR que les principaux partenaires de ce programme seraient donc le NED, le Westminster Fund for Democracy et le Foreign Office britannique et enfin la George Soros Foundation. Tiens, George Soros, Ton encore. ami George Soros. Mais comment se fait-il que George Soros atterrit même dans une situation telle que la CPI? Ça me fait même pousser les cheveux. Bientôt, j'aurai un afro à force de découvrir que même dans des endroits où on n'imagine pas qu'il serait là, notre cher ami George Soros, considéré comme un criminel politique en Russie, il faut savoir qu'il y a eu un mandat international que Poutine a lancé contre ce dernier. Il faut savoir qu'au Venezuela, il est considéré comme un agent, le bras financier armé de la CIA, qui renverse des gouvernements qui sont hostiles à une hégémonie américaine. Eh bien, ce George Soros-là, mondialiste devant l'éternel, fait partie de ceux qui sont considérés comme des financiers, ou qui du moins étaient là au départ, et qui donc faisaient partie des gens dont on émettait la nécessité qu'ils seraient présents, qu'ils devraient être présents pour financer ces structures. L'autre groupe de pression ayant permis la création de la CPI est la Coalition pour la Cour pénale internationale, la CCPI, largement financée et essentiellement contrôlée par une structure que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'OSI. On va voir le logo ici, si Hamza le permet. L'OSI, Open Society Institute, financé par qui? Créé par qui? Soros. George Soros. Mon Dieu, je vais tomber dans une sorte de Soros-latrie, tellement ce personnage est encore une fois présent. Mais on va dire que c'est du hasard, sinon on va nous accuser d'être des bonnes têtes pensantes. Vont nous taxer d'être des conspirationnistes. Donc Soros est là pour la troisième fois par hasard, mais c'est un détail de l'histoire. Alors, largement financé par l'Open Society, et la CCPI a été créée par un certain Richard Dicker, de l'ONG Human Rights Watch. Qui est-ce qui est le fondateur de, je vais le demander au public, on va s'amuser un petit peu, de Human Rights Watch? Je vous le dis au hasard. George Soros. Incroyable. Incroyable. 4e fois pour un seul sujet que ce philanthrope ami de l'humanité, surtout ami de ce qu'il peut en tirer, est présent. Et c'est quelque chose quand même qui nécessite une importante analyse de notre part. Donc, et il est présidé, ce CCPI, aussi, par un certain William Pace, du World Federalist Movement, qui, comme l'explique donc le site extrêmement informatif Solidarité et Progrès, a été financé, là aussi, par un certain George Soros. Eh bien non, ce n'est pas Kémy Séba qui est dans la Sorosphobie, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui non plus, mais je constate que ce monsieur qui nous parle de société ouverte, qui nous parle de société démocratique, qui nous parle de société où le monde vraiment est dans une démarche de libre circulation, etc., est extrêmement présent pour infléchir sur les décisions de populations qui devraient normalement être libres de décider de leur propre destinée. Intéressant à souligner. Dernier point, l'ancien procureur donc de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a lui-même longuement occupé des postes au sein de fondations assez intéressantes comme la fondation sud-américaine Transparency International, une ONG financée, inspirée par le prince Philippe d'Angleterre et Robert McNamara, et financée par un certain, là encore une fois, je vous demande de vérifier, je vous en supplie, un certain George Soros. Encore. Et avant cela, Moreno avait créé en 1989 sa propre ONG, Poder Ciudadano, excusez-moi, je ne suis pas très hispanophone, financée par le New Endorsement for Democracy. Donc, avant de prendre son poste à la CPI en 2003, il siégeait au comité consultatif international de Transparency International, mais en tant que procureur, il a participé au cycle de conférences organisé par la très présente OSI, Open Society Institute,
encore une fois, de Soros. On a donc un message à donner aux personnes qui pensent qu'il y a aujourd'hui une justice mondiale indépendante, une justice mondiale juste, empreinte d'éthique. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il pourrait y avoir une suprastructure qui déciderait en dernière instance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Parfois, on peut avoir des problèmes avec tel État et on est bien content d'avoir des structures supérieures qui puissent juger. Mais quand on sait que la CPI est bien souvent appelée à la rescousse, soit par des chefs d'État ou par des ONG. Et lorsqu'on sait que ces ONG qui appellent la CPI sont financées par les mêmes qui financent la CPI, on tombe dans une problématique qui est que certains sont juges et partis. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une notion de justice équitable. On n'est plus dans une notion de justice qui est quelque part, on pourrait dire, qui a différents axes de réflexion, différents axes d'inspiration. Non, elle est monocolore, elle est monochrome. Des personnes qui ont autant le monopole financier sur une cour telle que celle-ci ne peuvent pas nous demander de nous plier aux règles de ces dernières. Et on comprend aujourd'hui pourquoi, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un certain Alassane Dramane Ouattara qui était très proche, il faut le dire, quoi qu'on puisse penser de ce dernier, de Georges Soros. Et on se rend compte que lui qui pourrait être passible, lui aussi de poursuite vis-à-vis de la CPI, est aujourd'hui extrêmement tranquille, pendant que d'autres doivent répondre d'actes, alors qu'il n'était pas le seul dans ce jeu politique, dans cette guerre politique tragique qui a connu bon nombre de morts. Et il faut rappeler aussi, pour nos jeunes frères et sœurs africains et panafricanistes et dissidents anti-impérialistes, quels qu'ils soient, d'accord, que les personnes poursuivies par la CPI sont dans leur quasi-intégralité des gens qui sont africains aujourd'hui. Il faut qu'on se pose des questions. Les États-Unis ont bombardé des pays au Moyen-Orient. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, il y a des chasses aux nègres parce que justement le pays a été déstructuré, alors que Kadhafi en était l'un des plus grands protecteurs sur bon nombre de points, on peut en discuter. Aujourd'hui, la Libye est détruite parce que les États-Unis et la coalition occidentale impérialiste a réussi à jouer et à donner sa musique là-bas. Personne ne les poursuit, mais lorsque ce sont quelques nègres insolents, impolis, ou qui veulent décider de leur propre avenir, je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais un peu de distance critique, on se rend compte qu'ils sont poursuivis. Il est temps que les Africains apprennent à décider de leur propre destin et ne pas vendre leurs frères à une cour pénale supérieure. Voilà ce que j'avais à dire. C'était la chronique de Kémy Séba. On peut être d'accord ou pas. Exactement. Mais le plus important, c'est de donner des faits pour être en désaccord. Sinon, c'est pas là-bas. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot juste. Merci. Cohérente et convaincante, bâtie sur des arguments qui ne sont pas tirés des cheveux et sur des faits. Merci beaucoup, camarades.